Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est Bertrand Compère, Senior Product Manager Data chez October, qui est avec nous. Salut Bertrand, comment ça va ? Salut Timothée, très bien et toi ? Très très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, ça fait environ 5 ans que je fais du produit maintenant. J'ai un parcours ingénieur avec un double cursus que j'ai fait à Montréal. D'ailleurs, je passe un chaleureux bonjour à tous les Québécois et Québécoises qui pourraient nous écouter en ce moment. J'ai commencé ma carrière directement dans le produit à Montréal. Quand tu étais à Montréal, comment est-ce que tu as découvert le produit et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ? En fait, j'ai aidé 2 fondateurs à monter une boîte. J'ai adoré l'aventure humaine qu'il y avait derrière. J'ai adoré résoudre des problématiques d'utilisateurs sur un marché. Ça m'a beaucoup plu et c'est ça qui m'a poussé à continuer dans cette voie. Et t'es passé de Product Manager à Data Product Manager. Pourquoi avoir choisi cette voie et qu'est-ce que ça change au quotidien ? En fait, j'ai découvert la data et le produit de manière un petit peu séparée. En gros, j'ai découvert la data dans des cours de réseau neurones que j'ai fait dans ma dernière année d'ingé. Et après, j'ai découvert le produit du coup dans cette startup. J'ai décidé de mélanger un petit peu les deux parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. En fait, c'était un peu un domaine à défricher, ça me plaisait bien. Donc, j'ai voulu partir là-dessus. Et aujourd'hui, tu es Senior Product Manager Data chez October. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer la mission de October et ce que vous faites ? Bien sûr. Donc, en quelques mots, October propose des prêts aux entreprises donc dans 5 pays européens aujourd'hui pour financer leur croissance, mais aussi leur transition écologique finalement. Et l'une des forces d'October par rapport à un mode de financement plus traditionnel comme les banques, c'est d'arriver à financer sous 2 jours après la signature de contrat des prêts qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Donc c'est financé par des prêteurs hybrides, c'est-à-dire institutionnels, mais aussi privés, comme toi et moi par exemple. Et on arrive finalement à financer avec un délai aussi court grâce à des algorithmes qu'on a développés en interne. Et on a aussi développé une offre en marque blanche qui s'appelle October Connect, pour laquelle on propose nos différents modules d'analyse. Et donc concrètement, ça veut dire que si, par exemple, moi je voulais prêter de l'argent à des entreprises, il faudrait que je choisisse à chaque fois à quelle entreprise je veux prêter, ou au contraire, vous les notez vous-même et je peux dire je veux prêter qu'à des entreprises qui ont telle ou telle garantie. C'est ça. Donc en fait, tu peux aller sur l'application October, sur le site aussi, et puis directement choisir les projets par rapport aux risques qui sont associés. Donc on va dire telle entreprise va emprunter tel montant sur tant de temps, et donc on va venir faire un scoring de l'entreprise. Et par rapport à la rentabilité et le risque que tu es prêt à prendre, tu peux choisir les entreprises. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre October et comment est organisée l'équipe produit là-bas ? Ce qui m'avait motivé, c'était le fait que la finance aujourd'hui est en train de transitionner de plus en plus vers des critères ESG, et c'est une manière, je pense, d'avoir de l'impact au-delà de son entreprise et de son produit. Ça me plaisait beaucoup. Donc j'avais envie de rejoindre le train à ce moment-là, on va dire. Et puis l'équipe produit m'a beaucoup plu dans mes entretiens. Aujourd'hui, on a 4 squads classiques, donc on va dire verticales, plus une squad un peu plus horizontale, transverse. Donc les squads vont délivrer de l'impact sur les grosses étapes du cycle de vie de produit. Et donc le produit a évolué bien sûr dans le temps. Donc aujourd'hui, en fait, on a un product designer ou designeuse dans chaque squad. Et très récemment, on a eu l'arrivée donc d'un QA et d'une UX writeuse pour structurer l'équipe produit. Et est-ce que du coup, le fait que tu sois PM data fait qu'il n'y a pas de data analyst ou il y en a quand même ? Alors, on n'a pas de data analyst directement chez October, mais on utilise toujours la data pour prendre des décisions et va comprendre l'impact des fonctionnalités qu'on veut développer. Donc, on a toujours une approche data. Pour terminer cette introduction, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner pour faire de la veille et rester curieux sur à la fois le produit et son produit ? Oui, bien sûr. Écouter des podcasts, par exemple, comme celui-ci, mais plus globalement, voilà, c'est prendre du temps pour arriver à lire des articles, lire des blogs. Donc, pas hésiter, par exemple, à se réserver une réunion avec soi-même le vendredi, par exemple, pour prendre le temps pour lire des choses comme ça. Aller directement à des meet-ups pour rencontrer les gens. Écouter des podcasts dans les transports en commun. Voilà, ce genre de choses. Et s'abonner à des newsletters qu'on peut trouver sur Internet. Ou même de certaines entreprises comme Intercom par exemple.
Là, on va passer à la deuxième partie qui, du coup, concerne ta vision du produit. Donc, je sais que tu coaches notamment des product managers. Ouais. Et du coup, quel conseil tu donnes aux personnes qui se lancent dans le produit aujourd'hui? Je pense qu'un premier point intéressant, c'est d'arriver à se renseigner sur la culture produit dans la boîte dans laquelle on est en train de faire des entretiens, pour savoir concrètement où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc ça passe par des questions où on peut demander comment la culture produit a évolué sur les 6-12 derniers mois, les challenges à venir, ou comment est-ce que certaines demandes clients sont priorisées pour avoir une bonne représentation. Un autre conseil, bon, ça rejoint la question que tu posais juste avant, c'est-à-dire faire le plus possible d'événements, écouter des podcasts, être super curieux parce qu'il y a plein d'informations disponibles. Et je pense que le troisième point, ce serait de répéter que le produit, c'est une affaire de communication perpétuelle. Il faut pas hésiter à aller parler en continu à toutes les parties prenantes dans l'entreprise, que ton travail s'arrête pas à la phase de release, mais que ça va continuer après. Donc il faut faire des entretiens réguliers pour récolter du feedback, aussi promouvoir tes fonctionnalités auprès de tes utilisateurs. Et toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ce métier? Disons que j'ai plus découvert des choses qui ont modifié ma manière d'appréhender le produit. En fait, c'était surtout au niveau de la data, mais plus de la data pour structurer ta façon de faire. Le premier point, c'était arriver à apprendre à estimer la valeur que ton produit va générer pour tes utilisateurs. Donc c'est un peu la culture, je dirais, nord-américaine, où tu vas parler cash et tu vas mettre des montants derrière, mais c'était assez impactant. Et arriver à estimer une manière de comparer des problèmes entre eux. C'est-à-dire, tu veux comparer une solution A à une solution B, tu prends quels critères en compte et tu définis quelle valeur sur quels critères pour prendre des décisions par la suite. Donc ça, c'est une chose que j'ai apprise au fur et à mesure du temps et qui me sert beaucoup aujourd'hui. Et toi, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? C'est une bonne question. À mon avis, je pense que la culture produit, elle va pouvoir évoluer plus sur des phases de discovery en tant que product manager, puisque de plus en plus d'équipes de squad vont être autonomes dans leur phase de delivery. Donc je pense que c'est sur la communication et sur des features que tu fais et sur la recherche de ta vraie problématique, de ton vrai problème, que le produit va pouvoir évoluer. Et pour toi, du coup, qu'est-ce qui fait une bonne équipe produit et un bon PM ou un bon PM data? Je pense qu'une bonne équipe produit, c'est une équipe qui est déjà pluridisciplinaire, très clairement, et qui va savoir communiquer entre les différentes sous-parties de ton équipe, entre le design, la qualité et les product managers. Donc c'est une équipe qui va arriver à comprendre la vision qu'on doit exécuter ensemble, là où on doit aller, et où chacun va pouvoir se sentir valorisé et amener son expertise sur le chemin. On passe maintenant à la troisième partie, il s'agit du thème du jour. De quoi est-ce que tu as choisi de nous parler? Donc j'ai décidé de vous partager l'impact du machine learning dans un cycle de vie de produit. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce thème? Ouais, c'est un thème qui est, je pense, assez important à aborder pour être sûr que ton cycle de vie produit côté data soit pas trop différent par rapport à un cycle de vie un petit peu plus classique. Faire en sorte que tu arrives quand même à avoir un time to value assez réduit, même si tu vas mettre du machine learning dans ton produit. Et du coup, j'avais une question, c'est pourquoi et quand utiliser le machine learning? Très bonne question sur le pourquoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser du machine learning? Finalement, tu vas avoir deux gros cas d'usage. Le premier, c'est quand tu vas avoir des tâches qui vont typiquement demander assez peu de réflexion, mais plus de temps d'action. Donc, par exemple, la classification de documents. Ou alors quand tu vas avoir des tâches pour lesquelles tu vas avoir une très grosse quantité d'informations que tu vas vouloir transformer en connaissances. Et là, c'est typiquement quand tu veux connaître le risque de défaut de paiement en regardant toutes les données bancaires et financières d'une entreprise, comme on pourrait faire chez October. Ça, c'était deux gros cas d'usage. Et après, quand est-ce que tu dois l'utiliser? Une chose à bien garder en tête, c'est que c'est une solution qui est très puissante, l'IA, mais c'est aussi une solution coûteuse.
Donc tu dois faire en sorte d'avoir atteint les limites d'une approche, je dirais, traditionnelle du software development avant de penser à du machine learning. Tu dois être sûr, bien sûr, que ton problème a déjà prouvé de la valeur avant. Et le troisième point, c'est de faire en sorte d'être sûr d'avoir la donnée qui va te permettre de créer un modèle. Donc, par exemple, tu veux prédire si une entreprise va faire un défaut de paiement dans 12 mois, oui ou non. Tu dois avoir des exemples sur des entreprises qui ont fait faillite, des entreprises qui n'ont pas fait faillite, pour mettre en relation les données et faire des prédictions par la suite. Et du coup, comment est-ce que tu l'implémentes concrètement ? Une chose à bien garder en tête, c'est que tu vas devoir mettre l'accent sur le design et que tu vas avoir une partie asynchrone entre ta squad de data et ta squad dans laquelle tu vas implémenter ton produit. Donc si je rentre dans un petit peu plus de détails, la première étape que tu vas devoir faire, c'est un workshop où tu vas avoir du coup les personnes de la squad dans laquelle tu vas implémenter ton produit et les personnes de la squad data. L'idée, c'est d'arriver en fait à venir converger sur les solutions qui sont envisageables pour le problème en question et le coût technique côté data que ça va représenter. Parce que tu as une relation très directe entre la solution technique data que tu vas faire et la manière dont tu vas le présenter à l'utilisateur. Et donc tu vas converger vers la solution qui va demander le moins d'efforts et qui va amener quand même une expérience utilisateur qui va te créer de l'adoption même sur ta première itération. Une fois que tu as convergé vers ça, tu vas devoir finalement faire avoir des retours sur le prototype avec des tests utilisateurs et valider que ton go-to-market soit viable. Donc c'est-à-dire que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient OK pour mettre cette solution dans les mains de l'utilisateur. Donc si c'est le cas, toi en tant que PM Data, tu vas essayer de réduire le scope pour arriver à réduire la complexité d'avoir un premier modèle et donc aussi réduire le temps de développement pour ce premier modèle parce que cette étape-là, elle va être asynchrone par rapport au reste. C'est-à-dire que tu as réussi à converger sur un prototype, tu l'as fait valider en interne, et maintenant il faut voir si tu peux bel et bien créer un modèle qui va délivrer de la valeur que tu pourras mettre dans les mains des utilisateurs. Mais avant de passer à la partie d'implémentation, il faut être sûr que ton modèle il puisse délivrer de la valeur. Donc du coup tu réduis ton scope, tu réduis ta complexité. Donc un exemple un peu tout bête, mais si j'ai envie de faire de la recommandation de films sur Netflix, je vais d'abord me dire on va essayer de faire de la recommandation de films uniquement sur les films d'action, uniquement pour les personnes entre 15 et 20 ans par exemple, parce que je sais que c'est là que ça a le plus de valeur. Du coup, tu réduis ton scope, tu essaies de faire un premier modèle. Ce premier modèle, s'il atteint une performance minimum, dans ces cas-là, tu peux revenir voir la squad dans laquelle tu vas implémenter ce modèle-là, pour arriver à lancer une phase de design un petit peu plus fine. Donc typiquement avec les retours que tu as pu avoir quand tu as montré ton prototype, ce qui fait qu'ensuite tu vas pouvoir faire tes spécifications et implémenter le modèle directement pour les utilisateurs. Du coup, pour faire ça, j'imagine que tu as besoin quand même de beaucoup de data. Ouais. Comment est-ce que tu sais que tu as suffisamment de data pour pouvoir faire du machine learning et comment est-ce que tu t'assures que cette donnée elle soit fiable et qu'il puisse lui donner du sens? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, ça va vraiment dépendre du problème que tu veux résoudre et à quel point est-ce que tu peux proposer une bonne expérience utilisateur. Je vais donner un exemple très concret. Si tu veux tu veux prédire un document, une classe de documents quand tu fais une classification. Si tu vas proposer qu'un seul choix à l'utilisateur, tu vas avoir potentiellement un produit qui va être moins performant que si tu proposes plusieurs choix et en espérant que parmi ces plusieurs choix, il y ait le bon choix. Et donc là, c'est typiquement l'UX qui va être au service de la performance. Et donc même si tu vas avoir assez peu de data, tu peux quand même avoir une valeur utilisateur qui soit forte. Donc pour faire de la classification, tu peux avoir quelques dizaines, quelques centaines d'exemples parties de documents que tu as envie de classifier. Tu vas avoir une performance assez moyenne, mais avec une bonne UX, tu peux arriver à faire quelque chose parce qu'on n'a pas toujours des milliers ou des dizaines de milliers d'exemples de documents à prendre en considération. Et quelle part est-ce que de ton jeu de données tu utilises pour créer ton modèle et quelle part tu utilises pour vérifier qu'il marche bien? Ouais, c'est une très bonne question. Donc globalement, ça va pas mal dépendre de ton cas d'usage. Encore une fois, en général, tu vas prendre 70-80% de ta donnée pour faire de l'entraînement et le reste pour faire les phases de validation et de test par la suite. Cette phase de machine learning et cette utilisation de la data, qui l'utilise dans l'équipe et quelles interactions tu as avec les autres membres de l'équipe produit? Ouais. Finalement, ça va concerner, c'est assez large parce que tu vas devoir t'implémenter dans une squad, donc tu vas avoir
le PM de cette squad, la tech, les devs. Tu vas avoir le design aussi, tu vas avoir potentiellement le QA, le X-Writing. Donc en fait, c'est toute l'équipe produit tech data, on va dire, qui va être impliquée pour développer ce genre de solution. L'intérêt en fait du framework que je présente, c'est d'arriver à coordonner toutes les équipes. Donc ça va être idéal dans une phase de préparation de roadmap par exemple, mais aussi pendant ton quarter. Et ça va surtout éviter de faire perdre du temps aux gens entre guillemets, puisque tu vas y aller étape par étape et tu vas devoir valider chaque étape pour que les gens continuent ou pas le cycle. Si tu n'arrives pas à valider ton modèle, dans ces cas-là, il n'y aura pas d'implémentation. Tu vas pas mettre trop d'efforts dans le design si t'es pas sûr que ton modèle puisse avoir une bonne performance. Donc c'est vraiment finalement un workflow qui va te permettre de dérisquer l'ensemble de ton cycle de développement data. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où ça aurait été compliqué de développer le produit sans justement avoir recours à la data et au machine learning? Quand je travaillais chez PeopleDoc, qui est devenu KG par la suite, où en fait on digitalisait l'ensemble des documents pour les ressources humaines, on a dû faire de la classification de documents en interne. En fait, on ne pouvait pas sous-traiter ça pour des raisons GDPR. Et donc là, on a dû faire en sorte de proposer, quand tu voulais classifier un document, plusieurs choix et pas un seul choix, et de mettre un système de feu tricolore qui allait indiquer la confiance qu'on avait dans la prédiction qu'on proposait. Et donc là, c'était typiquement le fait d'avoir fait un design où, enfin, le design est vraiment au service de la performance. Et on avait dû avoir une phase d'implémentation de notre modèle avant de faire toute la phase de front, qui était un petit peu lourde, pour pas faire perdre du temps et développer une solution qui allait être inutile. Et quels outils est-ce que tu utilises pour récolter et analyser la data? L'idée, c'est d'arriver à commencer avec un dataset assez simple, plutôt fait en interne. Donc parce qu'on arrive à le comprendre, on sait d'où il provient, donc ça va être plus simple à l'utiliser. Donc je dirais utiliser des outils internes pour arriver à faire un premier jeu de données et de prendre le temps aussi de mesurer l'impact en fait que ta solution de machine learning pourrait avoir et voir si ça vaut vraiment le coup de développer un modèle complexe ou si une solution globalement basée sur des moyennes ou sur des médianes peut déjà arriver à faire quelque chose. Donc je dirais d'essayer de commencer le plus simple possible avec des données qu'on connaît. Et d'ailleurs, justement, il peut y avoir la tentation de chercher à tout mesurer, tout analyser. Comment est-ce que toi, tu arrives à prioriser ce qu'il faut mesurer et ce qui fait pas sens de mesurer tout de suite? Je pense que une première chose, c'est de faire en sorte de s'aligner sur la valeur que tu vas délivrer pour tes utilisateurs. Donc te dire, que ce soit dans un système de care ou quelque chose de similaire, tu vas devoir te dire la valeur mesurable pour mes utilisateurs, elle se définit comme ça. Donc par exemple, j'ai envie de faire gagner 30 secondes à quelqu'un qui va classifier un document parce que je sais qu'à la fin ça va représenter des milliers d'heures sur une année, ce genre de choses. Et une fois que tu as fait ce KPI là le plus métier, le plus business possible, tu vas faire en sorte de laisser les devs autonomes pour se dire quel KPI je vais pouvoir prendre techniquement qui vont directement me relier à ma phase de classification. Donc par exemple, quand tu vas faire des classifications, tu vas vouloir regarder les faux positifs, les vrais positifs, les faux négatifs, ce genre de choses. Et ça, c'est des indicateurs tech qui vont te permettre de voir à quel point ton modèle est bon pour résoudre une problématique produit. Donc c'est important de laisser aussi l'autonomie finalement aux développeurs sur cette partie-là et de traquer toi côté produit uniquement ce qui est mesurable pour l'utilisateur. Et si tu voulais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite du coup commencer à mettre en place de la data pour mesurer son produit, quelles seraient les premières étapes que tu conseillerais de faire? Globalement, là, ce que tu vas devoir chercher à faire, c'est traquer l'utilisation de ton produit aujourd'hui, qui va te donner des points de données pour faire quelque chose plus tard. En fait, c'est une manière de stocker, je dirais, intelligemment la donnée pour l'utiliser par la suite. Est-ce que, pour terminer, t'aurais 3 astuces que tu peux donner aux gens pour qu'ils puissent tirer profit au mieux de la data? Je pense que ce qui est important, c'est de vraiment, enfin, si on est TM Data, je dirais, c'est un peu un conseil pour les personnes qui seraient dans ce cas-là, ce serait de vraiment pas négliger de manière générale la relation avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, bien sûr, mais surtout avec ne pas négliger la relation avec le product designer, designeuse dans les différentes squads dans lesquelles on va intervenir, puisque encore une fois, une bonne expérience UX, ça assure vraiment le succès de la première itération, et l'UX vient un peu au secours de la performance
sur les premiers temps, d'arriver à prendre le temps de bien comprendre la donnée sur laquelle on se base, comment est-ce qu'elle a été produite, qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec cette donnée en ayant une certaine confiance. Donc c'est de bien comprendre les ingrédients en fait qu'on dispose. Ok, top. Bah merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. J'en prie. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais rajouter? Ouais, écoute, c'était un vrai plaisir de pouvoir y participer. Moi, je dirais juste, s'il reste des questions, n'hésitez pas à venir me contacter sur LinkedIn. Là, j'ai essayé d'être un petit peu concis, bien sûr, mais voilà, si vous en avez d'autres, je prendrai vraiment le temps de pouvoir vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!